Alors, le condensateur est un élément électrique ou bien est un dipôle qui est constitué de deux armatures bien séparées par un isolant d'électrique. Rappelons que le condensateur peut stocker une énergie dite énergie électrique. Donc, avant de donner l'expression de cette énergie, je vous rappelle que dans la convention récepteur, on a l'occasion d'avoir une intensité de courant I. Et dans ce cas, la tension flèche UC est représentée de cette façon, alors que dans l'armature A, j'ai une charge Q et dans l'autre armature, on a la charge moins Q. Et dans ce cas, on a des relations algébriques entre les différentes grandeurs. De cette façon, je vous rappelle que G I égale à d de Q sur d de T, c'est-à-dire l'intensité de courant électrique et la dérivée de la charge accumulée sur cette armature. La charge Q est proportionnelle avec la tension UC selon la relation Q égale à C fois UC. Dans ce cas, C représente bien sûr la capacité de ce condensateur. On a dit que le condensateur est un élément électrique qui permet de stocker une énergie électrique, notée EE, avec l'énergie électrique avec EE égale à 1 sur 2 fois la capacité C fois le carré de la tension UC, ou bien l'énergie électrique égale à 1 sur 2 fois le rapport entre le carré de charge électrique sur la capacité C. D'autre part, la bobine est un élément électrique constitué d'un fil de cuivre entouré par une matière isolante, un vernis par exemple, sachant que son symbole conventionnel est comme suit, et dans ce cas, dans la convention récepteur, j'ai l'intensité I qui traverse la bobine, alors que la tension entre les bandes de la bobine est représentée par cette tension flèche, c'est UL avec UL égale à L fois la dérivée de I par rapport au temps plus R fois I. Dans ce cas, le L représente l'inductance de la bobine, tandis que le R représente la résistance interne de la bobine. Rappelons que lorsque la bobine est idéale, G R égale à 0, c'est-à-dire pas de résistance interne. Par contre, si la bobine est réelle, dans ce cas, R est différent de 0. Rappelons que la bobine est un élément électrique qui permet de stocker une énergie magnétique EM avec EM égale à 1 sur 2 fois L fois I au carré. Ainsi, la question qui se pose, que se passe-t-il lorsqu'on va brancher un condensateur initialement chargé avec la bobine? De cette façon, on peut distinguer entre deux cas. Si la bobine est idéale, c'est-à-dire si le R égale à 0, le circuit sera un circuit idéal LC. Par contre, si on a des résistances, on part sur un circuit réel RLC. Pour répondre à cette question, on va réaliser le circuit électrique suivant. Tout d'abord, on va prendre un condensateur de capacité 1 Faraday par exemple. Puis, on va charger le condensateur avec un générateur de tension idéale, 1 volt. Par la suite, on va décharger le condensateur à travers une bobine d'inductance 10 Henry. Pour contrôler la charge et puis la décharge du condensateur, on va travailler avec des interrupteurs. Un interrupteur K1 qui va permettre de charger le condensateur et un autre interrupteur qui va permettre de décharger le condensateur à travers la bobine. Puis, on va
ajouter des fils pour avoir des mailles qui sont bien fermées. Un troisième fil ici par exemple. Puis je passe à la deuxième maille, la maille de LC. Donc j'ajoute ce dernier fil. Maintenant, pour visualiser les variations de la tension UC entre les bornes de condensateur, on branche l'entrée Y à la borne, bien à l'armature supérieure par exemple, et la masse avec l'autre armature. Dans ce cas, on peut visualiser les variations de la tension UC sur cet écran de l'oscilloscope. Mais avant de visualiser les variations de la tension UC, je fixe par exemple la sensibilité horizontale à 5. Ici, j'ai 5 par chaque division. Et même pour la sensibilité verticale, puisque la tension entre les bornes de la pile est égale à 1 volt, donc je suppose que la tension maximale c'est 1 volt. À ne pas oublier que notre tension sera une tension alternative, donc il faut prendre même des valeurs qui sont négatives. Je ferme l'interrupteur à l'instant par exemple 20 secondes. C'est-à-dire pour moi, l'instant 20 secondes représente l'origine des dates. Ainsi, exactement à 20 secondes, je ferme l'interrupteur, remarquant dans ce cas que le condensateur devient instantanément chargé avec la tension 1 volt. Bien sûr, la charge est pratiquement instantanée car dans cette maille de charge, on n'a pas de résisteurs. Maintenant, je ferme l'interrupteur et je remarque que même avec l'ouverture de l'interrupteur, la tension entre les bornes de condensateur est toujours constante à 1 volt. Moi, je suppose que 100 secondes représente un nouveau origine des dates. Ainsi, à l'instant t égale à 100 secondes, je ferme l'interrupteur K2 pour visualiser les variations de la tension UC dans dans un circuit LC. Donc, en attendant, à t égale à 100 secondes, je ferme l'interrupteur. Très bien, donc à cet instant, je remarque que la tension entre les bornes de condensateur décroît, mais finalement, on aura même l'occasion d'avoir une tension qui est négative. Ça signifie que vraiment, on a l'occasion d'avoir un circuit ou bien on a vraiment l'occasion d'avoir des oscillations périodiques entre la bobine et le condensateur. Et bien sûr, pour bien interpréter cette courbe, il faut travailler avec un oscilloscope en mémoire. Sinon, je fais ici pause pour avoir la courbe obtenue. Et dans ce cas, je peux traiter d'une façon directe les variations de la tension UC. Donc, on a 1, 2, 3. Maintenant, j'ai pratiquement 3 périodes. Donc, je fais pause et je scanne tout simplement cette partie d'écran. Très bien. Donc, dans cette figure, j'ai l'écran de notre oscilloscope qui représente les variations de la tension du condensateur en fonction du temps. Bien sûr, il est clair qu'il s'agit d'un régime périodique puisque on a une tension alternative sinusoïdale. Dans ce cas, la durée entre deux sommets consécutifs représente la période T. Bien sûr, à ne pas oublier que la sensibilité horizontale égale à 5 secondes par division. Ainsi, le T égale, ici, dans cette période, j'ai 4 divisions, donc ça nous donne 4 fois 5, ça nous donne bien sûr 20 secondes. De plus, l'écart entre l'axe des abscisses et le sommet représente la tension maximale notée UM. Remarquons que ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 divisions.
À ne pas oublier que la sensibilité verticale est fixée à 0,2 volts, donc le UM sera 5 fois 0,2, ce qui est donc 1 volt. Remarquons que, ou bien notons que 1 volt représente la tension initiale lors de la charge totale du condensateur. Vers la fin, en termes d'application, on va attaquer ce problème de synthèse avec lequel on va travailler sur les oscillations libres dans un circuit RLC en série. On charge un condensateur totalement de capacité C égale à 10 microfarad avec un générateur de tension E égale à 6 volts. Puis on le décharge dans une bobine idéale d'inductance L. Sur l'écran d'un oscilloscope, on visualise les variations de la tension UC en fonction du temps. Remarquons que l'amplitude initiale de cette tension égale à 6 volts. Bien sûr, c'est la tension initiale du condensateur, mais cette amplitude décroît en fonction du temps parce que j'ai tout simplement un circuit réel RLC. Premièrement, préciser la nature de régime visualisé. Dans ce cas, je vous rappelle que, en principe, on peut avoir 3 types de régimes. Soit un régime périodique, soit un régime pseudo-périodique, soit un régime apériodique. Bien sûr, ici, je remarque que quand même, j'ai quelques alternances. Dans ce cas, je peux dire que notre régime est un régime pseudo-périodique. Bien sûr, on peut interpréter l'amortissement des oscillations tout simplement à cause de l'existence d'une résistance. Donc, en principe, la présence des résistances provoque l'amortissement de la tension UC. Deuxièmement, dessiner le schéma de circuit et le diriger. Bien sûr, on ne parle pas dans cette question sur la charge de condensateur à travers la pile, mais sa décharge dans la bobine. Ainsi, les éléments à avoir sont un condensateur de capacité C et une bobine d'inductance L, MM de résistance R, puisque on a la décroissance de l'amplitude de la tension UC. De cette façon, je dirige notre maille de cette façon. Troisièmement, trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Bien sûr, il faut bien orienter le circuit, et dans ce cas, d'après la loi de May, on a UC plus UL égale à 0. On veut établir l'équation différentielle vérifiée par UC, donc je garde ce UC alors que je vais travailler sur le UL. En principe, UL égale à L fois la dérivée de I par rapport au temps plus R fois I. À ne pas oublier que le I égale à d de Q sur d de T, c'est-à-dire lorsqu'on va remplacer le Q par C fois UC, ça nous donne C fois la dérivée de UC sur d de T, sachant que C est une constante, donc n'intervient pas dans la dérivée. Et dans ce cas, je remplace l'expression de I dans cette équation, je trouve UC plus L fois C, la dérivée seconde de UC sur D de T, plus R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps égale 0. Maintenant, pour faire l'ordre, je vais commencer par la dérivée seconde. Ainsi, l'équation devient L fois C fois la dérivée seconde de UC plus R fois L fois la dérivée de UC plus UC égale à 0. Bien sûr, la solution de cette équation n'est pas sinusoïdale puisque j'ai ce deuxième terme qui va générer l'amortissement des oscillations.
Question 4. Précisez graphiquement la pseudo-période. En principe, la pseudo-période, c'est le segment entre deux sommets consécutifs. Ici, par exemple, j'ai un sommet à t égale à 0 millisecondes et le deuxième sommet sera à 20 millisecondes. Donc, t égale à 20 millisecondes. Déduire l'inductance L. Dans ce cas, je vous rappelle que t égale à 2pi racine de LC. Donc, on passe au carré. Ça nous donne t carré égale à 4pi carré égale à 4p carré fois L fois C. De cette façon, je tire le L. L sera t carré sur 4pi carré fois C. Application numérique. J'ai t égale à 20 millisecondes. Donc, ça nous donne 20 fois 10 à la puissance 3 au carré sur 4. Je considère que pi carré égale pratiquement 10 fois le C. Le C égale bien sûr 10 microfarads, c'est-à-dire 10 fois 10 à la puissance moins 6. Question 5. Pour maintenir les oscillations de circuit RLC, on branche avec le dipôle précédent un générateur de tension. Il s'agit d'un générateur n'est pas classique puisque la tension UG n'est pas constante, mais elle est proportionnelle à l'intensité I selon la relation UG égale à K fois I, avec K est un coefficient de ce générateur. Premièrement, trouver l'équation différentielle vérifiée par UC. Bien sûr, il faut orienter tout d'abord le circuit de cette façon. Ainsi, voici la tension UL et même la tension UC. Maintenant, d'après la loi de Maille, on a UC plus UL égale à UG. Pour établir l'équation différentielle vérifiée par UC, je remplace tout d'abord le L fois D de I sur D de T. Je le remplace par L fois la dérivée de C fois UC sur D de T. Et je remplace même le R fois I par R fois C fois D de UC sur D de T. Égale à UG, je remplace UG par K fois I. Et même le I, je le remplace par C fois la dérivée de UC sur D de T. De cette façon, et en faisant l'ordre nécessaire, j'obtiens l'équation différentielle suivante. L fois C, la dérivée seconde de UC, plus K, ou bien plus R moins K fois C fois la dérivée de UC sur D de T, plus, bien sûr, UC égale à 0. Question 5.2. Déduire la résistance interne de la bobine. Bien sûr, à ne pas oublier que nous avons intégré ce générateur afin d'avoir des oscillations périodiques. Pour ce faire, il faut annuler ce terme. Ainsi, il faut répondre à la condition suivante. R moins K égale 0, c'est-à-dire R égale à K égale cette valeur numérique 52. 52 quoi? 52 ohms, bien sûr.